Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous rendre actifs dans cette présentation parce que je sais que c'est l'heure du repas et que vous avez peut-être un peu tous et toutes faim. Moi, je suis là pour témoigner de deux choses, comme quoi la rencontre peut changer votre vie et peut changer votre vie professionnelle et vos engagements. Et l'innovation, la santé et le bien-être ont toujours été au cœur de mon évolution de femme engagée, à la fois engagement personnel, mais aussi engagement professionnel et engagement dans les milieux dans lesquels je suis. Alors moi, j'ai une formation de directrice d'établissement de santé à la base, et aujourd'hui, je suis directrice d'un groupe d'architectes et d'ingénieurs associés où je m'occupe de tout ce qui est stratégie et de développement. Le témoignage que je souhaite vous faire là, c'est finalement comment d'un parcours où finalement je suis directrice d'établissement de santé, donc pas du tout dans le monde de la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, c'est l'architecture et l'ingénierie. Eh bien, on vient y mettre des attentions de bien-être, de santé au cœur de nos projets. Vous avez tous vécu ou visité des très beaux projets d'architecture, mais où on se dit comment faire pour y vivre et pour y vivre bien, que ce soit un lycée, que ce soit une maison. Il y a des choses qui sont très très belles, des bâtiments qui sont très très beaux esthétiquement, mais le bien-être n'est pas au cœur de la préoccupation. Donc, en tout cas, ça a été ma démarche. Ça a été ma démarche dans mon groupe, donc AIA, qui signifie au départ architecte ingénieur associé. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'architecture en France, elle est très classique, c'est-à-dire qu'on associe des architectes avec des ingénieurs. Dans les pays anglo-saxons, on conçoit architectes et ingénieurs ensemble, c'est-à-dire que la technique est au cœur. La technique est donc tout ce qui est approche autour, je dirais, de l'air, de l'eau, etc., est au cœur de la conception des projets. Et en France, ce n'est pas ça. On vient plaquer de la technique sur de l'architecture. Donc le groupe AIA, l'ADN, c'est un groupe qui est né il y a à peu près 50 ans en France, a souhaité dès le départ avoir cette approche. Et nous sommes passés de AIA, qui signifie donc architecte ingénieur associé, à AIA Life Designer. Alors pourquoi le life design? Le life design, c'est mettre l'usage, comme vous le disiez tout à l'heure, l'usage, le bien-être au cœur des projets. Alors nous avons 4 filières où nous sommes très très engagés sur ces filières. Historiquement, la filière de la santé, donc les constructions d'hôpitaux, de cliniques, d'établissements médico-sociaux, d'établissements pour enfants handicapés. Nous avons une filière enseignement et recherche où je suis particulièrement investie puisque par ailleurs je suis présidente de l'école de design de Nantes qui est juste à côté en tant qu'élue de la Chambre de commerce de Nantes. Nous avons une filière sur les projets environnementaux, les grands équipements, tout ce qui est aéroport, tout ce qui est projet autour de l'eau, des déchets. Et puis une dernière filière qui concerne tous nos territoires où on voit bien la ville se reconstruire, où on associe du logement, du commerce, etc. Et on s'est dit comment le bien-être qui est au cœur de nos préoccupations peut intervenir et peut révolutionner nos organisations. Alors on l'a fait de deux façons, et ça n'a pas toujours été facile, mais on l'a fait de deux façons, en spécifiant le fait que l'innovation, elle est au cœur des transformations de nos métiers, aussi bien dans la conception que dans les usages. On vit aujourd'hui d'une certaine façon, on ne vivra pas demain de cette façon-là. Et donc les architectes et les ingénieurs se sont mis dans cette posture pour accompagner finalement ces différentes filières. La santé, on vient aujourd'hui, je dirais, à pied dans l'établissement de santé. Bien souvent, quand on est opéré, on entre dans un bloc opératoire à pied. Et donc, on n'est absolument pas shooté. Donc, ce n'est pas tout à fait la même perception. On ressent avec tous nos sens, on sent, on entend, on voit. Et donc, quand on attend, c'est quand même assez anxiogène, quand on attend devant un bloc opératoire d'avoir une intervention, qu'elle soit minime ou plus importante, l'angoisse est là. Donc, comment faire pour rendre plus facile ce parcours usager, ce parcours utilisateur et ce parcours accompagnant, puisque les flux sont de plus en plus rapides et l'accompagnant joue un rôle majeur. Donc, c'est en y amenant du service, c'est en travaillant sur les matériaux, sur les couleurs. Quand on est allongé sur un brancard, on voit le plafond.
Quand on a des séances de radiothérapie, quand on est dans une salle toute blanche, où on a des angoisses, soit de résultats, soit de traitement, eh bien, comment faire pour que le bien-être soit au cœur de cette démarche? Et donc, ça se traduit par des matériaux, par des environnements, par du design à la fois d'objets et de services, par le numérique, on a parlé tout à l'heure de numérique, le numérique au service du patient, de l'utilisateur ou de l'accompagnant, fait que la fluidité, monsieur, votre maman a fini son intervention, vous pouvez venir la chercher, pendant que vous attendez, vous avez un parcours qui vous est proposé, etc., etc. Donc voilà comment ça se traduit au sein d'une filière comme la santé. Sur l'enseignement, qui est un sujet qui m'engage particulièrement, notamment avec l'école de design, vous êtes tous, vous avez dans votre environnement des enfants plus ou moins jeunes. Quand on se projette dans ce que vivent les pays scandinaves, on a beaucoup visité, on s'est beaucoup interrogé. L'enfant est acteur. C'est l'école du faire qui est au cœur de l'apprentissage. On apprend à faire la cuisine. Il y a des cuisines où les enfants sont en cours, les enfants ou les adolescents ou les jeunes adultes sont en cours dans la cuisine. Donc on apprend les maths, on apprend la physique, on apprend la chimie. Donc c'est l'école du faire. On a travaillé par exemple avec des neuropsychiatres qui nous ont expliqué qu'aujourd'hui, au-delà de 20 minutes, adultes comme enfants, on n'arrive plus à enregistrer aussi bien. Donc, comment faire que 20 minutes après, le professeur, l'instituteur, ait une autre façon d'enseigner? Ça veut dire se déplacer, ça veut dire utiliser son corps, ça veut dire aller à l'extérieur. Et pour ça, les locaux, les établissements se doivent être au service de ces évolutions, de ces usages. Malheureusement, en France, on est encore dans des usages et dans des pratiques très traditionnelles. Mais ça évolue. Les régions, par exemple, se sont mis en synergie pour travailler sur les lycées de demain. Donc avec l'école de design de Nantes, par exemple, on les a fait travailler pendant 1 an. Donc les architectes, les ingénieurs chez nous, on travaille avec des designers. On travaille actuellement sur un livre blanc et sur les nouvelles formes d'enseignement. Comment on peut accompagner les institutionnels, mais également je dirais les proviseurs, les enseignants, pour faire évoluer cela. Alors, on n'est pas dans notre cœur de métier, hein, on parle de bien-être et d'usage, on n'est pas dans notre cœur de métier, mais on est un petit maillon qui peut faire évoluer je dirais ces pratiques, et finalement que toutes les formes d'intelligence puissent trouver un épanouissement dans le parcours d'enseignement, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, et ce qui est plus le cas pour nous. Le modèle est vraiment le modèle scandinave. Et ça, je pense que le fait que je ne sois pas architecte, je ne sois pas ingénieur, mais avoir un rôle clé et stratégique dans mon entreprise, fait que ce parcours santé et soins de départ a amené ce regard un peu, ce pas de côté à la nantaise dont on parle, qui amène du sens et qui amène, je dirais, de l'engagement, puisque quand on est architecte, on a un engagement citoyen, on laisse des traces, et il faut qu'à minima, ces traces ne soient pas des inconvénients, mais des éléments pour accompagner les évolutions et les usages, quels qu'ils soient. Si je prends une toute autre filière, qui est la filière ville-ressources, donc cette filière ville-ressources qui pour nous, finalement, accompagne des grands équipements publics. Vous allez me dire, c'est pas très sexy si je vous parle de station de traitement de déchets ou traitement d'eau, mais aujourd'hui, les grands projets environnementaux que l'on accompagne, ce sont des parcours de formation, aussi bien pour la population que pour les jeunes. Les usines sont aujourd'hui traversables, perméables. La ville les intègre comme des équipements publics aussi bien qu'un gymnase, qu'une école ou qu'un aéroport. On est dans des approches où l'environnement est extrêmement important et où il y a une recherche vraiment très très poussée, que ce soit avec des algues, que ce soit avec d'autres techniques, en relation avec des partenaires pour permettre à la fois de voir et de quelque part se former à une autre façon d'aborder l'écologie, l'environnement au travers de ces grands équipements qui ne doivent plus être des verrues dans nos paysages urbains. Une dernière filière sur laquelle nous sommes également très engagés et où nous avons créé pour cela une fondation il y a maintenant 7 ans sur l'architecture, la santé et l'environnement et qui conditionne presque toute notre approche sur les métiers.
C'est une fondation qui est dédiée à un urbanisme favorable à la santé. Donc pour cela, on a mis en place des méthodes où on fait intervenir des médecins, un peu du monde entier, des écologues, des sociologues, des philosophes. Et nous avons une démarche qui s'appelle B2V, Bien vivre la ville, qui est née en fait de notre expérience en Chine. Il y a à peu près une dizaine d'années, nous sommes allés en Chine. Nous y avons aujourd'hui une agence d'une vingtaine de personnes où nous construisons beaucoup d'hôpitaux et beaucoup de grands équipements environnementaux. Et la ville de Shanghai s'est interrogée pour se dire, mais en fait, on construit beaucoup. En Chine, ils ont souvent copié tout un tas de modèles internationaux. Et là, comment pouvons-nous continuer un urbanisme favorable à la santé en privilégiant le bien-être au cœur de notre approche? Et donc, on a mis en place avec la métropole de Shanghai une démarche, entre guillemets, méthodologique et vertueuse qui s'appelle donc Bien vivre la ville pour un urbanisme favorable à la santé et qui aujourd'hui est la tête de pont de toute notre approche sur ce métier d'architecte et d'ingénieur. Alors bien sûr, pour faire tout ça, il faut travailler autrement, il faut d'autres méthodes. Donc ce ne sont pas des méthodes classiques, ça chamboule un peu la pratique traditionnelle d'architecte et d'ingénieur. Et donc c'est la capacité à mettre en place une méthode créative qui nous a fait évoluer tous autant que nous sommes dans notre groupe. Et je peux dire qu'aujourd'hui, AIA Life Designer, c'est une préoccupation quotidienne de tous nos collaborateurs et qui s'incarne clairement dans leur façon d'aborder de façon engagée les projets. Donc pour cela, je pense que, et c'est un petit peu le témoignage que je voudrais faire aujourd'hui, c'est qu'on peut venir d'autres environnements. Moi, je viens du milieu de la santé. Aujourd'hui, je suis dans ce secteur de la construction, de la conception. Par ailleurs, je pense qu'il faut qu'on ait ce souci d'engagement, que ce soit dans son entreprise ou que ce soit à l'extérieur de son entreprise, et qu'il ne faut pas avoir, j'entendais une intervenante tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur, je pense, de faire venir d'autres talents qui n'ont pas du tout cette expérience métier, et que d'avoir des profils qui sont différents nous fait avancer personnellement, mais fait avancer également l'entreprise dans laquelle nous sommes, et cela, quel que soit le secteur. Merci.